Bon bah c'est bon, je crois que ça tourne. Bienvenue à toutes et à tous dans ce débrief hebdo. Cette fois-ci, je vais le faire plus court que celui de dimanche dernier parce que je sais qu'il a été particulièrement long, pas Lyon mais long. Et vous n'avez pas forcément le temps de vous taper 50 minutes de vidéo, donc je vais le raccourcir. Ouais, ça fait 5 minutes qu'il dit que ça va être plus court, on est mal barré. Hein. Qu'on a fait le week-end dernier, c'était vraiment quelque chose d'important pour préparer le terrain. Et aujourd'hui, vous allez le voir qu'on commence à en récolter les fruits. Donc oui, après des mois de combativité sur le marché, on commence à avoir des signaux de dégradation, mais vous le verrez, pas partout. On va parler bien évidemment de tout ce bazar politique. Je vais vous donner mon avis, pour qui je vote. Non, bien évidemment, c'est une blague, mais tout ce qui se passe d'un point de vue politique, ça a quand même un impact en Europe et sur les marchés européens. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va parler également banque centrale, que ce soit européenne, américaine, du Japon. Bref, on va faire le tour du monde, on va voyager, c'est ça qui est bon. Le tour de l'actualité, des entreprises, des marchés économiques et surtout après, c'est quoi la suite? Et tout ça bien évidemment dans la bonne humeur, messieurs, dames. Merci beaucoup pour vos pouces vers le haut. Merci pour vos partages, votre soutien depuis maintenant des années. Allez, c'est parti, macro. Commençons tout de suite par la Banque centrale du Japon qui a maintenu son taux d'intérêt stable entre 0 et 0,1%. Elle a commencé déjà à préparer le terrain et les marchés pour réduire ses achats d'obligations, mais ça, ce sera pour la réunion du mois de juillet. Jusque-là, ces achats resteront inchangés. Et du coup, l'impact sur le Nikkei a été très modéré. Nikkei qui reste dans une cacophonie totale, on le verra plus tard, depuis maintenant un mois. Grosse réunion cette semaine puisque nous avons eu la Réserve fédérale américaine juste après la publication du chiffre d'inflation aux États-Unis. Et tu me crois pas, bonne nouvelle au sujet de l'inflation, 3,3% seulement contre 3,4% attendu, c'était meilleur que prévu, mais la Fed a rappelé le soir même que c'était pas suffisant. Eh oui, c'est bien que ce soit mieux que prévu, mais c'est comme si tu avais un 8 sur 20 alors que la dernière fois tu avais eu un 7 sur 20. C'est sûr que c'est mieux, mais ça reste dégueulasse. Du coup, elle a bien évidemment maintenu son taux d'intérêt stable à 5,5%, toujours perché tout là-haut. Elle a même ajusté à la baisse ses prévisions de baisse des taux puisqu'aujourd'hui la Fed n'anticipe plus qu'une seule baisse des taux pour cette année, quand bien même le marché anticipe toujours 2 baisses des taux. Je rappelle que le marché est toujours ultra optimiste et qu'en début d'année, il visait entre 6 et 7 baisses des taux de la Fed. L'emploi reste encore super méga strong, ce qui empêche pour le moment la Fed de baisser ses taux d'intérêt. L'empêche, ou en tout cas lui permet de les garder toujours aussi hauts. Donc finalement, c'est un petit peu la même réunion que la Banque centrale européenne la semaine dernière. La semaine dernière, la BCE, je vous rappelle, a baissé ses taux directeurs et après le discours de Christine Lagarde a été très brouillon, pour ne pas dire dans le brouillard absolu. Donc absolument aucune visibilité et du coup le marché n'aime pas l'incertitude. Et c'est pour ça, on verra plus tard, que ça bloque. Oui, mais pas sur tous les indices. Je cite donc ce qu'a dit M. Powell, patron de la Fed. Nous savons qu'une réduction des restrictions politiques trop tôt ou trop pourrait entraîner un renversement des progrès que nous avons constatés en matière d'inflation. Dans le même temps, une réduction des restrictions politiques trop tard ou pas assez pourrait affaiblir indûment l'activité économique et l'emploi. Autrement dit, il faut faire dans le timing parfait. Direction chez nous, la France. Alors bon, en ce moment, il y a quand même pas mal de choses à dire. Déjà, on va voir d'un point de vue économique. La Banque de France a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour les 2 prochaines années. Voilà. Vu qu'une bonne nouvelle n'arrive pas seule, autant que ce soit la merde jusqu'au bout. Inflation revue à 1,7% l'année prochaine, tandis que l'inflation hors énergie et alimentation est ajustée à 2,5% cette année. Les obligations françaises ont chuté, les taux ont explosé, les actions se sont boité, surtout d'ailleurs les valeurs bancaires, et donc entraîner le CAC dans une dégringolade relativement conséquente. Et puis donc d'un point de vue politique, je pense que tout le monde l'a compris, c'est un peu la merde absolue. Les élections européennes ont montré un glissement total vers la droite, si ce n'est l'extrême droite. Le Parti populaire européen reste majoritaire avec 185 élus, et donc les groupes d'extrême droite ont gagné du terrain, d'où les élections législatives qu'on va avoir à nouveau. Donc il va falloir aller voter, que ça nous plaise, que ça nous plaise pas. Et quand comme ça change du tout au tout, bon bah forcément en France, contagionné d'ailleurs dans toute l'Europe, le marché, je sais, je l'ai déjà dit, déteste absolument l'incertitude, d'autant plus quand il y a des contrats publics de certaines entreprises du CAC 40 et d'autres qui vont sauter, forcément. D'ailleurs, passons à l'actualité des entreprises avec
Apple, qui, ça y est, dépasse Microsoft en termes de valorisation. Alors là, on est dans des valorisations absolument stratosphériques. Je vous rappelle que Nvidia avait dépassé les 3000 milliards. Et ben ça y est, Apple est passé devant Microsoft en termes de valo. Et ça, c'est après sa keynote qu'elle a réalisée surtout pour l'actualisation notamment de tout ce qui est intelligence artificielle. On l'avait vu ensemble. Donc le marché est en train de se projeter en disant ouais, super, c'est génial. Malgré que ses revenus aient baissé de plus de 4% au premier trimestre. De son côté, oui, elle a publié, il y a encore quelques boîtes qui publient. Adobe a publié ses résultats en hausse pour le deuxième trimestre, c'est son deuxième trimestre fiscal, ça y est. Elle a relevé ses perspectives de vente, mais aussi de bénéfices, et ce, pour l'année en cours. Chiffre d'affaires, on dépasse les 5 milliards de dollars. Broadcom, de son côté, a relevé ses perspectives aussi, bonne nouvelle, parce qu'elle anticipe qu'il y aura une augmentation des demandes de ses équipements de réseau et de puces. D'ailleurs, tout comme Nvidia, elle va faire un split, elle va diviser par 10 le prix de ses actions. Et ça, c'est comme pour Nvidia, parce que j'ai reçu encore pas mal de questions. Alors d'ailleurs, sur la chaîne, je fais de plus en plus de shorts pour vous parler justement en moins de 30 secondes d'un sujet. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, mais je comprends pas, Nvidia, elle a perdu 90%, qu'est-ce qui se passe? C'est un bug. » Gars, j'en ai déjà parlé. Nvidia a divisé par 10 ses actions, mais t'en as 10 fois plus. Donc c'est exactement pareil. C'est juste en fait un effet psychologique. Parce que comme ça améliore la liquidité, donc les volumes, donc il y en a plus. Et du coup, toutes ces entreprises, en fait, que ce soit les Microsoft, les Apple, les Nvidia qui continuent à bourrer, et ben tout ça, ça contribue à soutenir notamment l'indice technologique aux États-Unis, le Nasdaq 100, qui progresse alors même que 70% des entreprises qui composent le Nasdaq sont en baisse cette semaine. Ce qui veut dire que tout est concentré quand même sur quelques petites valeurs. Donc encore une fois, un indice qui progresse ou même d'ailleurs un indice qui baisse, c'est pas forcément significatif de tout ce qui se passe dans tout le monde entier. Je vous propose donc tout de suite de passer à la partie technique et on va rentrer direct dans le vif du sujet avec 3 points clés. Voilà pour la partie technique. On va commencer comme d'habitude sur des unités de temps longues. Donc d'abord le weekly, premier point, c'est ce que je vous répète depuis maintenant pas mal de temps. Le timing est vendeur, mais on n'a pas encore de signaux baissiers importants. Le timing n'est absolument pas acheteur, quand bien même, et on va le voir juste après, certains indices, ça continue à progresser. On a dans un premier temps donc le CAC 40 qui avait rallié cette grosse zone de résistance qui est la borne haute finalement d'un canal ascendant. On était là-haut à 8002, combien même on passait de 8000, 8100, 8200. Je vous ai dit ne pas être acheteur, être encore vendeur. J'attendais des signaux baissiers pour pouvoir me réexposer à 100% à la vente. On en parlera plus en détail juste après. Mais aujourd'hui, vous voyez bien qu'on a une dégradation qui est en train de s'opérer. Première rupture ici de la ligne bleue, c'est la moyenne mobile à 20 semaines. Et très rapidement, avec tous les soucis, notamment d'un point de vue politique, qui sont en train d'arriver, qui pèsent notamment sur les valeurs bancaires qui composent une grande partie de l'indice CAC 40, on voit que la moyenne mobile déjà à 50 semaines est en train d'être enfoncée. On a réintégré ce porte-voix que je commençais à travailler ici à la vente. Je me suis fait un peu déborder, puis finalement on l'a réintégré. On est maintenant bien en dessous, donc tout a été récupéré. Performance maintenant positive. Je vise jusqu'à 6800. Je vous en parlerai dans un second temps. On va faire le tour des indices. On voit également l'indice allemand DAX qui revient ici sur sa MM20 weekly dans un range. Petit excès haussier, on réintègre. L'indice Dow Jones toujours faible par rapport aux autres indices américains, SP500, Nasdaq, borne haute ici d'un canal ascendant. Je vous avais dit quand on était à 40 000, oui effectivement ça continue à monter, mais le timing n'est absolument pas acheteur. Depuis on a perdu quasiment 2000 points sur le Dow Jones. Rodolphe va vous en parler en détail tout à l'heure. On a perdu 4% depuis, on s'installe sous la moyenne mobile à 20 semaines. Donc il n'y a pas pour le moment de très grosse dégradation, mais on voit que pour le moment ça plafonne de partout. Le SP500 et le Nasdaq sont les deux indices les plus forts. Quand bien même le timing n'est pas acheteur, ça continue à progresser. On est toujours dans une tendance haussière. Je vais mettre pour ça notamment des polarités qui sont toujours positives sur le SP500 et le Nasdaq, les deux seuls indices sur lesquels les polarités sont positives. Vous voyez ici sur le SP500, 5400, il n'y a absolument aucun signal de faiblesse tiré, vous le savez, par intelligence artificielle, notamment Nvidia, les mastodontes, les Apple, les Microsoft, les Google, tout ce que vous voulez. Et pour le moment, ces deux indices-là, ce ne sont pas les indices à privilégier à la vente. Si vous avez une casquette verte, il vaut mieux privilégier les indices qui surperforment, les indices qui montent plus vite que les autres, qui baissent moins vite que les autres. C'est aussi simple que ça. Et au contraire, c'est pour ça que j'ai décidé, moi, de me concentrer notamment sur les indices les plus faibles, le CAC
et le Russell 2000, mais aussi le Nikkei. Rodolphe, de son côté, ça sera plutôt le DAX et l'indice Dow Jones. Donc aujourd'hui, sur le SP500, aucune dégradation. Tant qu'on reste au-dessus même des 5100, il n'y a absolument aucune dégradation. C'est-à-dire que même si le SP500 devait perdre 5%, on serait toujours dans une dynamique qui est plutôt positive. Premier signal d'alerte si on passe sous les 5350 points. Même chose, on va le faire tout de suite du coup sur le Nasdaq. Vous voyez, tant qu'on est au-dessus des 18 850, toujours une ligne directrice positive tirée par l'intelligence artificielle des Nvidia. Donc si on est acheteur et si on préfère privilégier les achats, il vaut mieux le faire sur les indices qui sont forts plutôt que de le faire sur les indices qui sont faibles en espérant attraper le point bas. Concernant, et si on élargit un petit peu, notamment sur le Russell 2000, parce que c'est celui que je travaille également, depuis le début de l'année, il est en tendance neutre. Il n'a absolument pas progressé. Le 29 décembre, je le vendais ici autour des entre 2050 et 2100. Je continue à travailler à la vente. Vous voyez ici qu'on a une énorme zone de résistance ici en weekly, un énorme range, tout to you to. Borne haute ici, je continue à le vendre. Quand bien même, ça ne baisse pas plus que ça. Quand bien même, pas d'accélération baissière. On est toujours dans une dynamique pour le moment de range. Donc j'achète en bas, je rachète en bas en l'occurrence. Je vends en haut, je continue le travail à la vente tant qu'on est dans le cadre de ce range-là. Et depuis le début de l'année, vous voyez ici 2024, ça commence là. J'avais vendu ici, racheté là, revendu là, racheté là. Et là, je continue à le vendre. Et l'objectif, c'est de reviser à nouveau la borne basse de ce petit range sur les 1910, tout simplement. D'autres éléments, et je prends par exemple l'indice Stocks 50, d'accord, l'indice européen, 50 plus grosses valeurs. Vous voyez qu'ici, on est en train de rompre également la MM20 weekly pour la première fois et également les plus bas depuis le début du mois de mars. Petite dégradation, alors on verra bien évidemment au cours des prochaines semaines s'il s'agit d'un excès baissier ou pas, mais en l'occurrence, pour le moment, on a plutôt un signal vendeur et si on se met sur des unités de temps plus courtes, on voit qu'il y a un flux baissier qui est en train de s'opérer avec tout ce qui se passe, notamment d'un point de vue politique. On n'est absolument plus dans une tendance qui était haussière, elle est passée neutre dans ce range. On passe d'une tendance haussière à une tendance neutre et ensuite à une tendance baissière. On passe très rarement d'une tendance haussière à une tendance baissière directement et d'une tendance baissière à une tendance haussière aussi très rarement. Il y a toujours une tendance où on dit généralement il n'y a pas de tendance. Si, il y a toujours une tendance sur le marché, soit les neutres, soit les haussières, soit les baissières. Et généralement, il y a une phase de transition, de neutralisation de la tendance avant qu'elle s'inverse. Donc globalement, vous voyez qu'ici, on a toujours cette pression, mais là, on a une détente des taux américains. On a au contraire plutôt une tension sur les taux européens, français. Vous voyez ici qu'on était à moins de 3%, on est monté à 3,30 très rapidement en 3 jours. Les taux italiens, ça va. Les taux également allemands, ici, vous voyez que c'est en train plutôt au contraire de se détendre. On a d'un autre côté l'euro contre le dollar qui a, après notamment la Fed, qui a fait pas mal ici de bougies. Pourquoi cette bougie verte? Tout simplement parce que on a eu une inflation meilleure que prévu. Donc le marché anticipe de se dire la Fed va être plus souple sur tes taux directeurs, le coût de l'argent va baisser, donc le dollar baisse, l'euro contre le dollar monte. Et bien finalement le marché s'est ravisé parce qu'en fait la Fed, du coup son communiqué derrière a été plutôt très prudent sur une baisse des taux et donc l'euro contre le dollar finalement a pris le chemin inverse et vous voyez qu'il y a un flux baissier. Donc toujours pareil, si on se met sur des unités de temps weekly, j'attends toujours les 1,05 pour éventuellement acheter. Bien évidemment, j'attendrai un signal avec tout ce qui est en train de se passer globalement en Europe. L'or pour le moment est toujours en train de se stabiliser, il tient la zone des 2300 $. On est toujours dans une dynamique positive. Alors oui, effectivement, depuis le 1er avril, ça monte 2400, 2300, 2400, 2300. Aujourd'hui, on est plutôt proche de la borne basse ici, justement, plus dans une zone d'achat que dans une zone de vente, dans un gros range également. Tendance précédente, tendance primaire qui est haussière, donc on privilégie plutôt les achats en bas. Donc globalement, on était effectivement dans un timing vendeur. Il y a des éléments en notre faveur qui se sont déclenchés. Donc je vous disais, je me suis fait me focus ici sur deux indices qui sont faibles, notamment le CAC. Donc j'avais vendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fin d'année ici pour le racheter finalement à 7300. D'accord. Ensuite, j'avais commencé à le revendre ici. Et puis derrière, je me suis fait déborder. J'ai coupé 2/3 de mon exposition. Une fois que j'ai coupé 2/3 de mon exposition totale que je souhaite avoir sur cet indice, il me restait 1/3. J'attends de voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi? Parce que je veux garder cette ligne directrice, parce que cette ligne de conduite, cette ligne directrice me permet ensuite d'ajuster avec mon curseur d'exposition, justement mon exposition sur cet indice, tout simplement parce qu'on était proche de la borne haute ici de ce canal ascendant. Donc je voulais toujours avoir une exposition vendeuse, mais je ne pouvais pas être
full exposé. J'attendais des signaux de repli, des signaux de faiblesse, pardon, pas des signaux de repli, des signaux de faiblesse. Et donc j'attendais une deuxième échec ici. Là, j'ai rien fait. J'ai rien fait ici. Et puis j'ai attendu ici, hop, un deuxième échec là-dessus et un signal baissier. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai repris mon exposition, un deuxième tiers d'exposition vendeuse juste sous les 8200, je vous en avais déjà parlé, jusqu'à 7009. Donc ça m'a permis d'engranger quasiment 300 points sur cette position-là, un tiers d'exposition. Et ensuite, j'ai attendu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a eu ces fameuses élections. On a eu la rupture des 7920. Mon plan, élection ou pas élection, je ne fais pas du trading émotif, je ne fais surtout pas du trading en fonction des news si le marché ne me donne pas des éléments qui sont favorables à mon plan. Je m'explique, je ne traite pas une news. Une news est un catalyseur. Ce catalyseur va avoir un impact sur le marché. Cet impact sur le marché, j'aime bien comprendre effectivement le pourquoi du comment et donc me dire ok, j'ai cet élément, ce facteur de plus. Donc aujourd'hui, on a effectivement cette rupture des 7900, 7920 que j'attendais pour pouvoir me réexposer pleinement à la vente. Donc je l'ai fait en deux temps. Il me restait donc, vu que j'avais pris deuxième tiers ici, racheté ici, d'accord? Il me restait donc encore un tiers d'exposition à la vente. Ce n'est pas suffisant. Si le marché me donne des éléments qui me donnent raison, qui me donnent des éléments favorables à mon plan, je dois charbonner, je dois être à fond. Je ne dois pas jouer petit bras, je dois être à fond. Donc j'étais qu'un tiers vendeur. Je romps cette zone des 7920. Je me réexpose. Et ensuite, je simplifie à l'extrême parce que vous avez tout le détail sur IVT. Et ensuite, j'ai à nouveau un deuxième signal de faiblesse. D'accord, sous les 7800, je me réexpose à 100%. Donc, depuis la rupture des 7800 points ici, je suis full exposé, 100% de l'exposition que je souhaite en swing sur le CAC 40. Et donc, ça m'a permis de l'accompagner. Le CAC, vendredi, alors je ne sais pas parce que je n'ai pas encore le cours de clôture, ça ferme dans une demi-heure au moment où je tourne la vidéo, a perdu 3% dans la journée. Donc, j'ai racheté une partie de position. Et le reste, je vais l'accompagner parce que pour le moment, à quel moment le marché me donnera tort si je retrace 50% d'une impulsion baissière? 7600. Donc 7600, j'ai racheté une partie de position. Je vise maintenant 7310 sur un deuxième tiers d'exposition. Et le dernier, c'est autour des 6800. Pourquoi 6800? Parce qu'ici en weekly, ça correspond à cette zone-là. D'accord? Dégradation weekly. Réintégration de porte-voix, rupture de la MM20 weekly, rupture de la MM50 weekly et je vais l'accompagner jusqu'à 6800. Je vais vous parler ensuite, pourquoi pas, le projet, éventuellement à quel niveau je commencerai à me poser la question d'acheter le marché. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Sur le Russell 2000, même chose, plus simple, range, je vends en haut, j'ai revendu les 2065 ici pour l'accompagner jusqu'à 2010 dans un premier temps, 1910. Je l'ai déjà fait une fois entre Noël et le jour de l'an jusqu'ici. Je l'ai déjà fait de manière un petit peu plus longue ici jusqu'à 1910, parce qu'on l'a fait sur Futur. Ici, c'est le cash. J'attends à nouveau des signaux de faiblesse proches de ma borne haute. J'ai des signaux de faiblesse. Je continue à charbonner jusque-là. C'est aussi simple que ça. Indice faible, il n'arrive plus à monter, j'y vais. Le SP500, ce n'est pas le cas. Il reste très très fort. Tant qu'on ne passe pas sous une MM20 daily à minima, il n'y a pas de signal de faiblesse. Le Nasdaq, tant qu'on ne passe pas sous la MM20 daily, il n'y a absolument pas de signal de faiblesse. Regardez le CAC, la MM20 Daily, on l'a déjà pété depuis les 8100. Ça fait quand même un paquet de temps. Donc encore une fois, il vaut mieux trader les forts à l'achat, les faibles à la vente. Le Nikkei, je vous le disais tout à l'heure, très bouillon. Voilà, j'ai essayé de le vendre tout simplement parce que tendance primaire baissière, tendance secondaire haussière, on en sort par le bas. Je vise beaucoup plus bas, sauf que vous voyez qu'est-ce qui se passe depuis maintenant 2 semaines. Et c'est très brouillon, ça monte un peu, ça baisse un peu. Systématiquement, dès qu'on a une bougie verte, le lendemain on a une bougie rouge. Dès qu'on a une bougie rouge, le lendemain, on a une bougie verte. C'est ce qui matérialise en range des portes de saloon. Donc attention à ce type d'indice lorsque le flux n'est pas franc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaut mieux se focus sur 2 indices, d'accord? 2-3 indices maximum si on est expérimenté, 4. Si on n'est pas expérimenté, il vaut mieux se focus sur 2 actifs maximum par classe d'actifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir charbonner quand le marché nous donne raison. On va pouvoir se détendre un petit peu et être un petit peu plus light quand le marché nous donne tort, mais au moins on a une ligne de conduite. Cette ligne de conduite, je vous en parlerai juste après, mais on l'a tenue et il faut continuer à la tenir, quand bien même il y a des fois il y a des difficultés, quand bien même des fois, oui, par exemple sur le CAC, vous voyez, alors après coup, c'est toujours facile, d'accord, vous mettez ici en weekly, mais quand on a là-haut une bougie verte, on se dit
ça va jamais baisser en fait. C'est fini. Il faut continuer d'acheter. Pourquoi tu vends? Pourquoi tu vends? Et j'en ai reçu des dizaines et des dizaines. Maintenant, la réponse, et pour tout le monde, c'était évident. On était là-haut. Donc on n'est pas là pour faire de la météo de la veille. On est là pour être dans les moments difficiles. Vous partagez aussi ces moments-là parce qu'on les traverse tous. Faut pas se leurrer. C'est une grosse connerie que de croire ou de faire croire. C'est pire. Mais de croire que c'est aussi simple que ça, quoi. C'est pas aussi simple que ça. Donc, il y a toute la psychologie, il y a toute la gestion de son money management, de son exposition qu'il faut prendre en considération. Parce que malheureusement, il y en a peut-être beaucoup qui ont lâché effectivement là-haut parce que c'était trop compliqué, trop long, trop complexe et trop en fait pas le bon sens. Et aujourd'hui, justement, c'est maintenant qu'on en récolte les fruits. Il ne faut pas pour autant s'emballer. D'accord ? C'est pour ça que j'ai pris un tiers de bénéfices sur les 7600 et les 2 autres tiers, je vais aller jusqu'au bout. Parce que, oui, on peut aller effectivement jusqu'à 6800. Et le troisième point que je voulais vous dire, c'est à quel niveau, à partir de quel moment est-ce que le marché me donnera, à partir de quel moment est-ce que je repayerai par exemple le CAC ? Probablement sur les 6800. Si on arrive autour de cette zone-là et qu'on a un signal haussier, alors je prendrai effectivement des expositions à l'achat. Attention à ces notions de il faut acheter n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment parce que de toute façon, ça va monter à long terme. Pourquoi pas ? Vous prenez le SP500 et c'est le bon exemple. Oui, effectivement, il fait que monter. Le SP500, ok. Le Nasdaq, ok. Mais par exemple, si vous avez d'autres indices pour lesquels on peut avoir des situations de faiblesse, des soucis d'un point de vue politique, d'un point de vue géopolitique, etc., on peut rester dans des méga ranges comme ça pendant des mois, voire pendant des années. Donc attention, vaut mieux investir, oui, pourquoi pas, par palier, mais ce que je disais aussi à l'Event IVT, plutôt par IBL, Investing by Level. On investit sur des zones clés, sur repli, on allège ensuite en haut. D'accord ? Parce que le problème d'investir un petit peu au pif tout le temps, c'est qu'en fait, on ne sait pas à quel moment sortir. Et généralement, le moment où on a besoin de son cash, c'est probablement le plus souvent possible dans le pire moment sur les marchés, donc au plus bas. Donc aujourd'hui, oui, investir une partie, pourquoi pas, sur les 6800. Investir, oui, pourquoi pas une partie sur les 5800. La borne basse ici de cet énorme canal ascendant ici, ok, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait respectable. Par zone clé, sur des zones clés, en étant patient sur justement les zones d'intervention. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est exactement la même chose quand vous avez par exemple d'autres indices, par exemple sur l'indice Dow Jones, vaut peut-être mieux, et je vous le disais déjà il y a 2 semaines, et je prenais ce risque de vous dire effectivement à 40 000, non, c'est pas une zone d'achat pour moi. Ouais, ça monte, mais c'est pas grave, c'est 100 mois. Peut-être qu'effectivement dans quelques mois, on sera autour des 35 000. Alors à ce moment-là, ok, investir en partie. On ne sait pas si ça sera point bas. Il n'y a aucune certitude. C'est comme là, on ne sait pas si c'est le point haut. Mais on a une logique en fait globale qui nous dit, ok, mon curseur d'exposition, est-ce qu'il est plus vendeur, un petit peu plus vendeur, un petit peu plus acheteur en fonction des cycles de marché. Aujourd'hui, on est dans un brouillard total avec l'inflation, avec les banques centrales au sujet de l'inflation, au sujet de la croissance, au sujet politique. Il y a toujours des conflits géopolitiques qui sont en cours, etc., etc. Il y a beaucoup de données finalement qu'on ne maîtrise pas. Et aujourd'hui, ce flou artistique, le marché n'aime pas, le brouillard n'aime pas l'incertitude. Donc aujourd'hui, mettre des billes, pourquoi pas, demain ça remontera. Peut-être même d'ailleurs que la semaine prochaine, le CAC il sera plus 5. Mais aujourd'hui, est-ce que je suis à l'aise pour acheter là maintenant en me disant c'est le bon moment ? Si je prends un petit peu de recul en weekly et en données mensuelles, pour moi, non. Voilà. Peut-être à tort, je vous donne aujourd'hui et pas demain et pas hier, d'accord ? Pour aujourd'hui, pour demain, je vous donne mon point de vue, mon avis et mon sentiment qui n'engage bien évidemment que moi. Par exemple, sur le Russell 2000, à quel moment est-ce que ça m'intéresse de repasser à l'achat ? Eh bien, ça ne m'intéresse pas ici de passer à l'achat. Ici, ça m'intéresse. Je l'avais déjà fait ici, je l'avais accompagné ici. Personne n'y avait cru. Le Russell 2000, dans la foulée, il avait pris 25%. Donc aujourd'hui, effectivement, je préfère garder cette casquette vendeuse, continuer effectivement dans ce sens-là parce que le marché commence à peine à me donner des éléments qui vont dans mon sens, à me donner raison. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, messieurs, dames. Je fais au plus concret, au plus vite. En tout cas, si vous en êtes sorti sur le CAC, félicitations, bravo à vous. Si vous avez lâché, je pense qu'il faut simplement le prendre comme une leçon pour soi vis-à-vis du marché. Le marché nous fait douter très souvent.
il faut toujours respecter en fait son money management, ce qui nous permet en fait de nous en sortir dans un marché qui parfois est quand même très flou. Et puis tout de suite, je vais laisser la parole à Rodolphe avec qui on a vraiment galéré en ce début d'année, notamment sur 2 indices. Je viens de vous en parler, notamment sur le CAC. Ça y est, on est en train de retrouver des couleurs, c'est cool. Mais aussi sur l'indice allemand DAX où c'est sur ces 2 indices finalement qu'on s'est fait déborder. Mais on vous en a parlé, on a continué à le faire parce que c'est vraiment très important cette notion aussi de transparence. Parce que les marchés, c'est pas j'ai tout le temps raison, c'est pas je fais que des gains tout le temps. Il y a des périodes comme ça où il y a des périodes de doute, de perte tout simplement. Et il faut systématiquement se remettre en question et c'est pour ça qu'on avait fait un gros point avec Rodolphe le week-end dernier avec cette vidéo qui dure plus de 50 minutes. J'en suis désolé si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout et je comprends parfaitement. Et c'est pour ça que cette fois-ci, on va direct dans le vif du sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire aussi, voilà, est-ce que ça vous dérange d'avoir des vidéos de plus de tant de minutes, par exemple plus de 30 minutes, 40 minutes. Bon, je pense que globalement, on est d'accord que c'est un petit peu long pour un dimanche parce qu'on a peut-être un petit peu des trucs à faire. Bref, Rodolphe, est-ce que tu peux nous faire un point sur le DAX et le Dow Jones en particulier? Salut tout le monde, salut Xa, salut FT, j'espère que vous passez toutes et tous un excellent dimanche matin. Alors, on a fait très long la semaine dernière, on va faire beaucoup plus court ce matin parce que c'est vrai que c'était long parce qu'il fallait recadrer l'ensemble des éléments et il fallait insister éventuellement sur ces zones où une attaque baissière était possible. Elle a eu lieu, cette attaque baissière, donc comme je vous le dis, je vous le répète tout le temps, de la persévérance, de la discipline, de la patience et bien évidemment un max, je vous envoie un max de motivation. Alors on va faire rapide ce matin, on va rapidement regarder le DAX. Donc le DAX, vous voyez que plusieurs choses. Ma bande de Bollinger classique s'est fermée en haut, c'est un des éléments qui fait que j'avais une invalidation et que j'étais toujours plutôt à la recherche de vente swing. Mais vous voyez clairement que pour l'instant, quand bien même on a un début ou du moins un début de mois de juin assez rouge, on voit quand même que rapidement sur le DAX, il n'y a pas non plus pour l'instant péril dans la demeure. On voit que on traîne en haut un peu comme on l'avait fait en 2021, vous voyez, plusieurs fois sur un haut de range mensuel. Donc, si je récapitule, pour ma part, je vais continuer de suivre cette bougie rouge pour, dans un premier temps, en mensuel, aller chercher la MM7 mensuelle. Dans un premier temps, vous voyez qu'elle est à 17 751 à mon écran. D'accord, donc je vais vous faire simple, on va faire simple. Le DAX, dès dimanche soir, dès lundi matin, peu importe, qu'il soit à 17 950, qu'il soit à 18 000 comme hier soir, qu'il soit à 18 100 presque comme hier soir, je continue pour ma part de vendre le DAX au moins jusqu'à 17 750, d'accord, MM20 mensuel. D'accord, je ne peux pas être plus clair, plus net. Si on change un peu du T, d'accord, en hebdo, alors je sais, en hebdo, on me l'a dit hier soir sur IVT à de nombreuses reprises, enfin avant-hier soir, pardon, MM20 hebdomadaire qui arrive là, d'accord. Cela dit, cependant, j'estime qu'on a quand même une énorme bougie rouge et on casse, vous voyez, le plus bas de celle-ci. Donc, le premier niveau, il est plutôt ici. Tac. Il est plutôt là. Donc voilà, je pense que début de semaine prochaine, on peut aller chercher les 17 750. On a vu 17 006, voire même 17 004. D'accord. Par contre, pour l'instant, dans cette zone des 17 004, 17 005, 17 006, je ne sais pas trop comment ça va réagir, puisque ça va dépendre de pas mal de choses, de l'ambiance électorale, vous l'avez vu en Europe, avec la montée des extrêmes, etc. etc. Je ne sais pas trop comment ça va réagir, mais voilà, en hebdo, en tout cas, pour l'instant, le mouvement baissier a plutôt été déclenché, et je pense qu'on peut revenir progressivement au moins jusqu'à là. Vous voyez, en bleu, la MM50 hebdo, vers les 16 008, 17 000, un peu plus tard. Donc voilà pour le DAX, et si on va en 4 heures pour le DAX, parce qu'il vous faut bien évidemment une invalidation. Je pense que l'invalidation, il ne faut pas reprendre ça là. Tac. On peut le faire ici grossièrement. Voilà. Hop. On le fait ensemble. Tac. Tac. On va se mettre en rouge. Tac. Voilà. Tant qu'on reste sous les 18 004, vous voyez qu'il faut bien suivre, quand on a un déclenchement comme ça, il faut bien suivre la MM7. Vous voyez en jaune, c'est la MM7 4 heures sur le DAX. Alors là, elle est autour des 18 002. Donc voilà, pour ma part, je pense honnêtement, ce qu'on va faire sur IVT semaine prochaine, c'est tout là, moindre rebond. Alors,
peut-être pas dimanche soir, lundi soir, il va peut-être falloir y aller directement. C'est pour ça que je leur ai demandé de revendre même les 18 010 hier soir. Mais en tout cas, moindre rebond, vente, d'accord? Ça, c'est la ligne d'invalidation, c'est-à-dire que si on reprend les 18 004, alors le plan est plutôt en échec. Pour aller chercher, on a dit, donc 17 750, 17 006, voire même 17 450. Voilà, je ne peux pas être plus clair sur le DAX. Pour ma part, c'est un choix que je continue de faire. Je vous l'ai expliqué, on ne va pas repartir là-dedans aujourd'hui. Il faut faire beaucoup plus court, sinon je vais me faire engueuler. Donc voilà, vente, revente et encore revente. C'est ma ligne directrice, d'accord? Donc, dès dimanche soir, dès lundi, dès mardi, le but, c'est d'aller chercher, on l'a dit, 17 500, voire 17 006, voire 17 450. Et là, par contre, je ne sais pas trop ce qui va se passer pour l'instant. Un rebond devrait s'organiser. Voilà pour le DAX. Et maintenant, on va aller rapidement regarder le Dow Jones, où il ne se passe pas grand-chose sur le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, suivant ce que je vois, je voulais demander pour ma part, dès que ça remonte vers les 39 000, 39 500, je vends. D'accord? Un peu comme sur le DAX. Alors, je ne parle pas du SP500, du Nasdaq, Xavier a dû le faire ou l'a fait. Et en plus, il y a Nvidia dedans. Donc, je suis plus sur le dos pour ma part. Excusez-moi, je bois un petit coup de café. Je suis plus sur le dos parce que la dominance techno est moins forte. Donc, on voit que la bougie, elle est plutôt digne du néant sur le dos. En semaine, bah, clairement, vous le voyez. Vous voyez les bandes de Bollinger classiques. On est clairement sur un range semaine. D'accord? Voilà. Donc, moi, pour ma part, je suis plus pour aller rechercher le bas du range, qui est mon gros TP1 sur le dos autour des 37 300, 37 600. D'accord? Mais on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc, sur le dos, on est plutôt en 4 heures. Et donc, en 4 heures, vous voyez que c'est hyper important. Pour ma part, à chaque coup, donc, on remonte vers les 39 000, comme on l'a fait, c'était quand mercredi, je revends le dos, d'accord? Mais je comprends tout à fait, étant donné la tendance fortement haussière sur les indices américains et notamment le SP500, Nasdaq, mais aussi un peu le dos, je comprends pour l'instant tout à fait celui, vous voyez là, il y a un gros support vers les 38 400, je comprends aussi celui, il y a Guillaume qui l'a fait sur IVT, celui qui payait ici pour aller rechercher le haut et tout. Donc grosso modo, si vous prenez le dos, à l'intérieur du gros range, on a ce range. Voilà. D'accord? Voilà. Vous voyez que les bandes de Bollinger sont totalement fermées classiquement. Donc voilà, si on sort par le bas, ben on devra aller chercher à nouveau notre TP, gros TP1 sur le dos. Si on sort par le haut, bah, il faudra attendre plus haut pour revendre. Donc le dos, c'est un peu plus indécis. Pour ma part, je préfère le vendre sur chaque rebond. D'accord? Vous l'avez compris. Mais voilà, on est plus dans une tendance neutre à l'intérieur d'une tendance fortement haussière que sur le DAX, où là, il y a quand même plus d'éléments, comme sur le CAC, hein, le CAC, vous l'avez fait avec Xav, où il y a quand même plus d'éléments qui me permettent une certaine sérénité et un certain esprit, on va dire, tranquille pour l'instant le revendre, parce que j'ai une ligne directrice, parce que j'ai une invalidation qui est claire, nette et précise. Voilà, les gars, 7 minutes, je ne peux pas faire plus court. J'ai essayé de faire le tour du DAX, du dos en 7 minutes. Clairement, il est temps pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous un excellent dimanche. Profitez bien, le plein de motive, le plein d'énergie et go. Ciao, merci Xav, merci FT, merci tout le monde. Je vous embrasse bien fort. Ciao. Et je vous propose, même si oui, je vous rappelle qu'en cours de semaine, je fais un débrief crypto, généralement entre le mercredi et le jeudi. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne. Très rapidement, tiens, qu'est-ce qui se passe sur les cryptos depuis mercredi que j'ai publié la dernière vidéo. Concernant la partie crypto, on est toujours dans des dynamiques haussières, toujours dans une construction positive. On le voit ici en weekly sur Total 3, quand bien même on a des mèches basses, on tient toujours la MM20 weekly, même si on devait perdre encore 2, 3, 4, 5%, toujours dans une dynamique positive. Total qui inclut Bitcoin, Ethereum également, toujours largement au-dessus d'une MM20 weekly. Le Bitcoin également, tant qu'on tient les 60 000 $, on est toujours dans une construction positive et dans une tendance primaire qui est haussière. L'Ether, quand bien même un peu moins performant que le Bitcoin depuis un mois, en tout cas il sous-performe à nouveau par rapport au Bitcoin depuis un mois. On est toujours dans une dynamique qui est positive. Et en daily, finalement sur l'Ether, j'attends toujours, comme je vous l'avais dit, j'avais sorti 40%, donc j'avais sorti 70% au total de mon exposition
en gestion active sur l'Ether sur les 3920. J'attends toujours un repli autour des 3009, voire peut-être même 2008 pour reprendre justement mon exposition totale. Sur le Bitcoin, il n'y a pas d'alerte tant qu'on tient les 65 000 $. Si on passe là en dessous, petite dégradation jusqu'à 60 000, à ce moment-là, ce sera toujours le timing pour repayer. C'est toujours la même chose. Et sur certains altcoins, c'est en train de se stabiliser. Sur BNB, j'avais accompagné notamment cette sortie de triangle. C'était un triangle qu'on avait ici par le haut. Je l'avais accompagné justement en gestion active. J'avais sorti 30%. Je me suis fait sortir l'autre partie au cours d'entrée. Donc finalement, ça a été une opération positive. Mais vous voyez qu'ici, tant qu'il n'y a pas de réveil au-dessus des plus hauts de la veille, ce qu'on appelle un breakout haussier daily, pour le moment, on a alors une petite pression baissière, oui et non, oui, sur certaines cryptos, comme par exemple ETC, voilà, pareil, j'avais accompagné la sortie, j'avais sorti une partie et recomplété plus bas, j'ai toujours une épuisette un petit peu plus bas, et il y a d'autres cryptos qui restent très solides, comme par exemple Solana, toujours dans un range, voilà, j'en avais sorti aussi 70%, un peu comme l'Ether finalement sur les 185 ici. J'attendais un repli sur les 150, 155 pour recompléter. J'ai recomplété et on peut pourquoi pas revenir sur les 120, 130 et à ce moment-là, ce serait effectivement le timing pour reprendre une partie aussi d'exposition. Donc globalement, je reste toujours largement exposé. On n'a pas de catalyseur positif pour le moment dans la lignée du flou artistique qu'on a des banques centrales, dans la lignée des marchés traditionnels qui sont au piche, voire même qui baissent dans certaines zones géographiques, plus particulièrement en Europe. Donc aujourd'hui, oui, on est effectivement dans une latéralisation globale qui risque de durer. Donc c'est toujours la même chose. On évite de paniquer quand ça baisse et c'est à ce moment-là qu'on fait ses courses. On évite d'euphoriser quand ça monte. C'est à ce moment-là justement qu'on prend une partie des gains. On est toujours comme ça dans ce cycle qui dure depuis le début du mois de mars. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment matière à renforcer à fond son exposition aujourd'hui. On attend soit des signaux positifs au-dessus des plus hauts de la semaine, au-dessus des plus hauts de la veille. Sur les cryptos les plus fortes, on se place des zones d'alerte. Et si on repasse au-dessus de ces zones-là, on réalloue justement du cash. Et deuxième option, on place des épuisettes plus bas sur des zones clés. On attend que ces zones clés soient ralliées et on attend la réaction du marché ensuite qu'il se réveille car globalement, nous sommes toujours dans des énormes ranges. Donc la situation n'a pas vraiment finalement évolué d'un point de vue positif ou négatif. Quand bien même on a l'impression que le marché crypto tire un petit peu la gueule au même titre d'ailleurs que les marchés traditionnels, il n'y a pas vraiment pour le moment de vive dégradation. Si vous regardez Bitcoin, tout va bien. Vous regardez l'Ether, ici, tout va bien au-dessus de la M50 daily. Mais globalement, c'est vrai que sur les altcoins, on morfle un petit peu plus ces 2-3 dernières semaines. Mais la situation n'est pour le moment pas dégradée. Il faut simplement s'armer un petit peu de patience. Cher CAC 40, après tout ce qu'on a vécu, je voulais t'écrire ces quelques mots. Sache que je n'ai aucune rancune, qu'au contraire, tu me tires vers le haut. Je t'ai même vendu à Noël, et oui, j'ai pris le temps pour toi. Preuve que je suis fidèle pour te racheter 200 points plus bas. Puis je t'ai repris en vente là-haut. Borne haute de Canal Weekly, tu ne m'as pas fait de cadeau. Et non, pas cette fois-ci. J'ai dû alors accepter une perte en attendant le prochain bon moment, continuer à rester en alerte et être patient, persévérant. J'aurais pu douter. J'aurais pu écouter les critiques, j'aurais dû même acheter, voilà ce qu'ils disaient. J'ai dû attendre une première réaction, des signaux pour me réexposer franchement et prendre le risque de passer à l'action pour repartir dans cette direction à 100%. Ce choix n'était pas simple dans la grisaille, d'exposer ce que tu fais parfois dans la difficulté, mais c'est le revers de la médaille de cette volonté de partager la réalité. Alors, assume, vas-y, fais, persévère, plutôt que de te plaindre a posteriori. Partage et sois exemplaire. Les fruits, tu en récolteras, même si ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, à 7600, cher CAC 40, j'ai pu te charbonner entre temps. Je prends un TP1 après tant d'attente, 2 tiers exposés à présent. Ce n'est pas terminé et je le sais. Et après 6 mois de leçons, il va falloir continuer à travailler, peu importe les conditions. Merci à vous de votre confiance. À Rod, mon frère d'armes avec qui je n'ai jamais lâché. À toi CAC 40 pour ton imprévoyance, d'être tous là pour continuer à m'élever. Voilà, c'est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu. Merci encore en tout cas de votre soutien. Oui, attendez, j'ai oublié la semaine prochaine. On a les PMI qu'on attend. Bon, voilà, c'est des sondages auprès des directeurs d'achat. On s'en fout un petit peu, mais ce sera quand même relativement important. Ce qui se sera toujours. Je sais plus ce que je suis en train de dire. Je pense que c'est le moment de couper la vidéo. Non, ouais, je pense que c'est le moment que vous souhaitez un très bon dimanche. À très vite!